Très ému de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui vous informe et surtout qui rime avec l'actualité. Ce soir, pour vous convaincre en fait, nous allons parler, surtout y revenir par rapport à cette actualité qui ne laisse personne indifférente, où les voix s'élèvent, les réactions aussi ne cessent de se multiplier tout autour à la sortie médiatique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. On va faire aussi un deux pas en arrière pour parler de la loi portant protection des anciens chefs de l'État de la République démocratique du Congo, et on chitera cette émission avec le dossier Bukanga Lonzo. Alors, pour faire les tours, en fait, l'analyse de ces tout titres, je ne suis pas seule. Je récite pour vous, ce n'est pas une nouvelle figure, en fait, hein, sur Show TV. L'ancien, l'habitude de cette émission, juriste consulte en droit international, Ngandi Kassinda. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, j'ai même oublié. Vous m'avez tellement subjugué que j'ai commencé par oublier le micro, tu vois. Franchement, les téléspectateurs vont juste vous comprendre, et ceux qui sont à la maison. Donc, on va commencer d'abord avec la loi portant protection des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Quel regard portez-vous? Moi, je porte un regard de l'irréalisme de la politique congolaise, l'irréalisme des Congolais. Quelqu'un qui vient tuer les vôtres, vous êtes encore en train d'aller chercher dans le bouquin de droit. La loi dit quoi par rapport aux anciens chefs d'État? La loi dit quoi par rapport à... Non seulement ce monsieur que vous appelez ex-président de la République, que moi j'appelle chef de bande, il tue les Congolais, il a volé des deniers publics, des milliards de dollars qui devaient servir aux Congolais pour construire des routes, des hôpitaux, des universités. Vous allez encore parler de juridisme, de droit. C'était un enjeu pour la classe politique, ou bien c'était juste un enjeu pour la classe politique, un danger pour la population congolaise? Non, la population n'existe pas. Comme l'État lui-même n'existe pas. L'État existe, il est factice. Il est factice, il est de fait. Puisqu'on l'a rencontré à un moment donné, puisqu'il y a la police, puisqu'il y a l'armée, puisqu'il y a une administration qui ne fonctionne même pas. C'est ça qu'on appelle l'État. L'État n'existait pas dans ce pays. S'il existait, j'aurais, tout le monde aurait une carte d'identité. Dans ce pays, on ne sait identifier personne. On ne sait même pas identifier l'État lui-même. L'État congolais est où? On ne sait pas. On l'a rencontré où? Ça pose un problème. Comment vous pouvez appeler un monsieur qui a détruit ce pays, ex-chef de l'État, et le protéger par une loi, et rechercher cette loi? Il faut respecter la procédure. Et il a respecté la procédure en tuant des Congolais à Goma. Il a respecté la procédure en tuant des Congolais ici même à Kinshasa. Mais ce n'est pas une loi juste qui protège un individu, mais pour ceux aussi qui viendront après lui. Après, avant lui ou après lui, ça revient au même. On doit protéger au premier chef nos populations. Les protéger contre le Koulouna, les protéger contre la faim, les protéger contre la maladie, les protéger dans tous les sens du mot sur le plan socio-économique. Mais on va perdre, même ceux qui se disent élites politiques ou intellectuelles, ils vont perdre leur salive en disant la loi d'ici. Il y en a qui sont contre le fait qu'on ait levé les immunités à Kabila. D'autres disent que c'est bien. On ne devrait même pas avoir ce débat-là. On ne devrait même pas recourir à la loi. Il est traître. Il a trahi le pays. Si on admet qu'il est congolais, puisqu'il n'est pas seulement congolais, ceux qui sont nés des pères et des mères, ils pouvaient être adopté par son père, l'ex-président de la République, son père Kabila Mosé. On pouvait l'adopter, on peut le considérer comme Congolais après adoption. Est-ce que ça a été fait légalement? On ne va pas rechercher, admettons-le. Mais si ce n'est pas le cas, ou c'est le cas même d'un Congolais de père et de mère qui fait ce qu'il a fait au pays, on ne doit pas recourir à la loi. La loi suprême dit que les traîtres, on sait comment réserver le sort des traîtres. Non, il ne faut pas perdre son temps. Alors, moi, je souhaiterais connaître un peu de clairement aussi l'opinion par rapport à cette loi portant protection de présidents, en fait, des anciens chefs de l'État en RDC. Oui. S'il faut écarter la personne de Joseph Kabila, c'est un peu aussi fiable aussi. Oui. Je n'en disconviens pas par rapport à vos idées. Mais s'il faut se référer au statut, à quoi consiste au moins ces statuts
en RDC, surtout aux anciens chefs de l'État en RDC? D'abord, sur le plan pécuniaire, eux, ils viennent pour l'argent. Ils sont favorisés, ils doivent avoir le tiers des salaires d'un président de la République. Ils doivent ne pas être poursuivis sur le plan de la justice, sur les faits ou les méfaits qu'il a eu à avoir pendant qu'il était chef de l'État. C'est inacceptable dans un pays moderne qui se dit aussi démocratique. Non, il ne peut pas être au-dessus de la loi. Non, on est pour l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? C'est un état dans lequel personne n'est au-dessus des lois. Tout le monde est soumis à la loi, au droit. Comment est-ce que les anciens chefs d'État, chefs de corps peuvent être au-dessus de la loi? On n'est pas dans le processus du droit ou d'un état de droit dans ce cas-là. Donc c'est une loi qui devrait, dans les semaines, dans les mois qui viennent, être complètement supprimée. Il faut que ceux qui se disent représentants du peuple, je ne sais pas à quelle hauteur ils sont représentants du peuple, s'attachent à pouvoir supprimer cette loi qui surprotège les anciens chefs de l'État ou les anciens chefs de corps. Un problème. Un jeune qui vole un vélo ou qui vole une chèvre, il va croupir en prison de Makala ou ailleurs pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ceux qui détruisent le pays en volant, en dilapidant les biens publics, en tuant les nôtres, et ils sont protégés. C'est révoltant. Alors, s'il faut aller par rapport aux procédures entamées par nos représentants, s'il faut le dire ainsi, Chambre haute de la République démocratique du Congo, la meilleure procédure était-elle, au moins, à lever les humilités de Joseph Kabila ou bien de faire d'abord la réforme par rapport à cette loi portant protection des anciens chefs de l'État? Que ce soit par l'un de deux moyens, moi je n'aurais même pas suivi les moyens. Là. Moi j'aurais dit, il est dans un cadre d'une traîtrise. Les traîtres, on connaît leur sort, on les dilapide. Non, pas dilapider, dilapider ça veut dire on les lapide, hein? On les lapide, et on les juge dans l'immédiat, puisqu'il y a flagrance. Cette flagrance-là date de plus de 18 ans, ça continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il est lié au M23. On sait qu'il est parmi les gens qui ont créé le M23. On sait que leur objectif, c'était non seulement de commencer par le territoire de l'Est, de récupérer entièrement le territoire au profit du Rwanda, mais de récupérer aussi les matières premières. Ils l'ont fait pendant des années, des années. L'objectif, c'était aussi par la suite complètement prendre le Congo démocratique comme un suppôt du Rwanda. Pourquoi? Puisqu'ils avaient commencé déjà par s'introduire, noyauter notre administration, que ce soit les services des renseignements, la police et l'armée, noyauter l'administration. Ça s'était fait légalement avec les accords que notre ancien, moi je l'appelle chef de bande, vous appelez ex-président de la République. C'est un chef de bande de la mafia. C'était pour s'accaparer de tous les biens du Congo et du Congo. Donc ça pose un problème. Je ne sais même pas comment traiter cette histoire. Alors, on sait bien que tout était bien passé en République démocratique du Congo et surtout que le seul séjour là était juste en bleu. Nous avons vu la passation pacifique pour la première fois en République démocratique du Congo. On a parlé au moins de la démocratie, la vraie démocratie en RDC. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Que peut-on retenir de l'histoire de la démocratie dans le vrai sens du mot en RDC et surtout, nous là, avec notre génération, la génération future, qu'est-ce que nous allons juste donner, soit apprendre à nos enfants, à ce qui concerne au moins la politique de la passation, en fait, la passation pacifique politique de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque tout est remis en cause, on sait bien que Joseph Kabila ne sera plus compté comme étant l'ancien chef de l'État, vu tout ce qui s'est passé là. Que retenir? Que retenir? On vous a dit des faussetés. La démocratie ne commence pas par Kabila ou avec Kabila. Le Kabila n'est pas le père de la démocratie.
à l'indépendance, il y a eu un début de démocratie dans notre pays. Les gens qui ont été élus comme députés, ou les gens qui ont été nommés comme Premier ministre, ou élus comme Premier ministre ou Président de la République dans ce pays, la République démocratique du Congo, ben, ce n'était pas par coup de force, c'était par voie démocratique. Lumumba était Premier ministre comment? C'était après une élection, un choix de nos députés, de nos sénateurs. Kassavou est devenu président de la République comment? Lui-même, Kassavou, avant même d'être président de la République, il a été bourgmestre de la commune de Kassavou. Par quelle voie? C'est par la voie démocratique. On vous enseigne mal l'histoire de ce pays. Mais il faut lire, il ne faut pas se limiter simplement à ce que les médias ou les réseaux sociaux disent. Alors s'il faut revenir par rapport à la passation pacifique, alors... Quelle passation pacifique? Passation, disons, méthodique, avec une stratégie de le mettre au pouvoir et puis de récupérer le pouvoir autrement. Vous avez même vu le premier jour où il y a eu passation. Le président était dans quel état physique? Non, quelle passation pacifique? C'est une passation méthodique et il est président de la République et puis on récupère le pouvoir après. Puisqu'il y avait cohabitation entre le président élu et ceux qui n'étaient pas réellement élus et qui étaient majoritaires au niveau du Parlement. Alors, le président n'avait pas de pouvoir. Voilà, quelle passation? Vous l'avez aussi évoqué, un problème de coalition, cohabitation, en fait, s'il faut le dire ici, à RDC. Apparemment, s'il faut faire 2 pas en arrière, comme si que la coalition en RDC n'aboutisse à rien. Les coalitions, ce n'est pas seulement en RDC, les cohabitations ou les coalitions, c'est toujours difficile. Mais même s'ils sont dans le même cas, soi-disant, il y a toujours des petits malins pour chercher à tirer la couverture de leur côté. Tu vois. Non, la coalition, les cohabitations n'ont jamais permis au pays de se développer. Les pays qui se sont développés, ils se sont développés soit par la dictature pure et simple, ou par une dictature démocratique, ou par une démocratie dictatoriale. Vous voyez même des pays comme la France, à un moment donné, ils sont des pays démocratiques, mais pour faire passer un certain nombre de règles, de lois et autres, ils procèdent par une dictature démocratique. Ils en ont le moyen, donc... Voilà, en fait, on va prendre un petit verre d'eau. Le temps de suivre au moins cet élément sur la sortie médiatique de Joseph Kabila après avoir enlevé juste ses humilités. On va du côté juste de la régie et on se retrouve juste après pour continuer notre deuxième partie de l'émission. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Après 6 ans de silence, 6 ans d'observation, 6 ans de pouvoir regarder la gestion de la République démocratique du Congo. Il a quitté son bureau de silence, son université de silence pour s'exprimer. Votre lecture par rapport à sa sortie médiatique? On peut dire que les choses étant ce qu'elles sont, c'était une belle sortie médiatique, mais des belles paroles
ne blanchissent pas une histoire lourde des méfaits que j'ai cités, des tueries ici, des assassinats là-bas, des détournements ici, des détournements là-bas. Le fait de chercher à ce que ce pays soit accaparé par le Rwanda totalement. Et ce discours ne blanchit pas ce passé honteux. Lui qui s'est dit pacificateur. Et d'ailleurs... lorsque vous ignorez au moins qu'il y a eu passation pacifique, lui reconnaît et il a fait aussi... Quelle passation pacifique? On était obligé de sortir dans la rue. C'est 2 ans plus tôt que le pouvoir devait changer demain, 2016. Pourquoi 2018? Puisqu'il a fallu qu'il y ait pression de la population. Il ne faut pas négliger cela. Il y a eu des gens qui sont morts pour demander à Kabila de lâcher le pouvoir, de laisser le pouvoir, de quitter le pouvoir. Les gens sont morts. Vous voulez que je cite la litanie, la liste de noms qui ont été tués? Il y en a qui sont connus, d'autres qui ne sont pas connus. Il a fallu une pression interne des citoyens congolais. Il a fallu aussi une pression extérieure des États occidentaux, etc., pour l'amener à quitter le pouvoir. Lorsqu'il parle au moins, l'heure de la vérité a sonné, et surtout que nous sommes au bon moment de pouvoir reconnaître, en fait, chacune soit à mesure d'être mieux informé par rapport à leur coalition. Que peut-on espérer s'ils revenaient encore sur la vérité cachée? Parce que jusqu'à présent, personne n'est au courant, moi, de ce qui s'était fait autrefois par rapport à leur coalition. Coalition FCC. Tout le monde le sait. On a vu le président qui n'était président qu'une étiquette. Mais je prends un exemple. Première décision qu'il prend, puisqu'il faut essayer de remuer les choses dans le sens de pouvoir faire développer les choses qui étaient restées comme ça, stagnées. Il a fallu maintenant nommer les gens dans des grosses sociétés comme la SNCC, comme la GECAMINE. Il a nommé. Il a fallu attendre 1 an. Le Premier ministre Ulon Kamba n'était pas d'accord avec le président. Les ministres des portefeuilles n'étaient pas d'accord avec le président, puisque Kabila n'était pas d'accord. Il était président étiquette. Il ne pouvait pas rester comme ça. C'est là qu'il a dit qu'il faut qu'il déboulonne des systèmes, tu vois, puisqu'on le bloquait partout. Le changement qu'il y a eu, ce n'était pas un changement, c'était une continuité avec Kabila qui était encore en train de tirer des ficelles. D'une manière ou d'une autre. Il a fallu qu'il y ait rupture. Voilà, en attendant, Papa William va chercher juste vers la fin, là où il a parlé par rapport aux 12 points. Il a suggéré quand même pour la République démocratique du Congo qu'on puisse avoir juste... Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais on va quand même en parler sur ça. Il a parlé sur la cohésion nationale, il a parlé sur la paix et surtout la stabilité de la paix. De votre côté, l'ère a enfin sonné, on peut dire que c'était la fin de la récréation. Le pompier pyromane, c'est celui qui met le feu, il veut venir comme étant pompier. Mais il y a un problème, les 12 points là, il pouvait, en disant les 12 points là, mettre à côté un tableau, 2 colonnes, une colonne. Dans ce que j'ai dit là, quand j'étais au pouvoir, c'était comment? Aujourd'hui c'est comment? Comparer. Là, il est en train de fustiger celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il fait des choses dans le bon sens de ce que souhaite le Congolais. Mais c'est le moindre mal, celui qui est là aujourd'hui au pouvoir est le moindre mal. Il y a quelques avancées. C'est-à-dire quand tu as trouvé le pays en dehors du rail, le temps de mettre le train sur les rails, ça demande du temps. Il est là 6 ans seulement. L'autre est resté 18 ans, on dit. Mais c'est presque 20 ans, 21 ans qu'ils sont restés au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que détruire l'armée. Il a détruit l'administration. Il avait détruit les tissus économiques, puisqu'il s'arrogeait à prendre tous les secteurs économiques en son nom et pour lui. Mieux que Léopold II, il s'est accaparé de tout ce qui est rouage économique, voire même aller récupérer tout ce qui est culturel, les eaux, des trucs comme ça. Il s'est accaparé de tout et il va commencer à attaquer les régimes actuels. Certes, le régime actuel a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, à réaliser. Le peuple ne demande que les choses s'améliorent dans sa vie quotidienne. C'est difficile aujourd'hui, mais on ne veut pas de celui-là, de Kabila. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire quand il est au pouvoir? Il voudrait revenir pour pouvoir réaliser des choses nouvelles. Il a suggéré que les Congolais puissent se mettre d'accord, puissent se mettre dans une table pour parler à ce qui concerne au pas avec lui. Lui sera en prison, ici, ou en Europe, je ne sais pas où on va l'arrêter,
il ne sera pas autour de la table. Merci On beaucoup. ne se met pas à table avec un traître. On rentre encore du côté de la régie pour prendre au moins cette seconde partie avant de finir avec notre deuxième sujet, surtout à ce qui concerne au moins la sortie médiatique de Joseph Kabila. Et on revient juste après. C'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté des chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers, j'ai fait ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. Merci beaucoup. 12 points, 12 suggestions, 12 leçons, 12 conseils. On va aller un après l'autre. Non. C'est un travail fatidique, inutile. Ce sont des vœux que je qualifie de vœux pieux. Est-ce qu'en son temps, il a appliqué ça? Quand on a ces vœux-là, on peut être d'accord avec lui. La RDC est dans un état démocrate ou bien de la dictature, en fait. Où en sommes-nous? La démocratie, ce n'est pas un état qui stagne. La démocratie évolue même dans les pays des vieilles démocraties. Leur démocratie évolue. La démocratie, pour nous, pour eux aussi, c'est un processus. Surtout nous, chez nous, c'est un processus lent, mais qui continuera dans le sens, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas un État démocratique. On a encore quelques problèmes ici ou là au niveau de la mise en place du droit
de l'état de droit, où les magistrats sont mal formés ou alors cupides, ils ne veulent pas faire ou dire le droit, etc. Ça fait partie aussi de ces demandes, moi. Oui, mais les vœux qu'il a formulés, pour moi, ce sont des vœux pieux. Puisqu'il était au pouvoir, s'il n'était pas au pouvoir, si c'était d'autres qui sont dans l'opposition, comme Moïse, comme Fayoulou, je peux comprendre. Je peux dire à 100%, il a raison. Moi, je dis, les vœux aussi sont des vœux qu'on peut prendre en compte. Pas toute la ligne, puisqu'il y a des lignes où on est dans le processus. Mais lui, il était au pouvoir pendant plus de 18 ans, il n'a jamais appliqué un de ces vœux-là, un de ces points. Voilà, mais comment est-ce qu'il peut revenir en donneur de leçons? Si on va faire la paix, on va faire la paix avec qui? S'il était quelqu'un qui voulait la paix, il serait venu à Kinshasa dire, voilà, j'ai laissé le pouvoir, je pensais que l'actuel président pouvait faire mieux que moi, il savait que dans tel domaine, il a fait bien, mais dans tel autre domaine, il a péché dans le sens où il n'arrive pas, etc. À Kinshasa, il sera à Kinshasa en disant cela, on allait l'écouter. Mais il va rejoindre la rébellion, et non, on va l'écouter. Non, mais on va traiter maintenant le deuxième point et le neuvième point lorsqu'il parle au moins de regroupement avec des groupes armés en République démocratique dont il fait partie du Congo. Il a oublié de le dire. Il évoque aussi la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique. Bon, en fait, il a parlé moins de la guerre. C'est bien de mettre fin à cette rumba triste dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais par quelle procédure? Par quelle procédure? Lui, il doit déposer les armes. Il doit arrêter de soutenir les M23. Il soutient les M23. Il travaille pour Kigali. Tout le monde le sait. Il a nié ça dans son discours. S'il est arrivé réellement à Goma, il est arrivé à Goma en passant par où? C'est pas par Kigali? Non. Il peut nier, il est là avec eux. Il a dit que c'était qu'un simple remercie des réseaux sociaux. Non. Qu'il soit là ou pas là, là n'est pas le problème. Ce sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les M23 se battent pour une bonne cause. On peut accepter ça? Les M23 se battent pour une bonne cause alors qu'on est dans un État démocratique. Il y a des partis politiques qui sont contre Tshisekedi aujourd'hui, mais qui combattent Tshisekedi en étant ici. Vous écoutez les médias. Même ce matin, j'étais dans un média, je ne veux pas citer le nom, mais il y avait un débat contradictoire. Il y a des gens qui ont attaqué Tshisekedi à mort, d'autres qui l'ont soutenu. Il y a des gens qui ont attaqué le M23, Et on est dans un État démocratique où il y a une certaine liberté d'expression. À l'époque de Kabila, je suis dans une télévision comme je suis là en ce moment. Au sortir de la télévision, si je parle mal de Kabila, on m'arrête en dessous de l'immeuble. Est-ce qu'on arrête les gens encore comme par le passé, comme on arrêtait les consultants, comme on arrêtait les analystes, les hommes politiques? Je ne pense pas. C'est arrivé, mais ce n'était pas comme à l'époque de Kabila. Au moins l'État, aujourd'hui, parlant de rétablir la démocratie et l'état des droits, où se pose le problème? Le problème, moi je l'ai toujours dit dans tous les médias, notre problème, c'est un problème de l'existence de l'État et de l'administration. C'est là qu'on pêche. Puisque s'il n'y a pas d'État ni d'administration, comment voulez-vous organiser l'armée, la police? Comment voulez-vous sécuriser les Congolais à l'intérieur? Comment voulez-vous sécuriser nos frontières quand l'État n'existe pas réellement? Il y a des pans entiers dans nos territoires où il n'y a pas de police. Il y a des pans entiers où il n'y a pas l'administration, on ne rencontre pas l'administration. Ce n'est pas un État réel. Construisons d'abord l'État en commençant par identifier les Congolais et les non-Congolais. Il faut numériser l'administration. Je suis avec Mpunga, il y a un certain Yves Punga qui a écrit même un bouquin, qui était anciennement candidat aux élections présidentielles de 2018, qui préconise quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire la numérisation de l'État, de l'administration, des services. C'est-à-dire on commence par identifier les Congolais et les non-Congolais. On commence par identifier tout ce qui compose nos territoires, etc. Quand on aura tout identifié, on pourra organiser, mettre un système en place où vous verrez même qu'il y aura moins de détournements, puisqu'il y aura une certaine transparence à travers la digitalisation des services de l'État. On peut déjà, dès l'immédiat, créer avec 5 à 10 000 jeunes des services informatiques pour pouvoir recueillir les données dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans tout le pays.
Donc il faudra, et ce serait intéressant que vous puissiez inviter ce monsieur ici, hein, Yves Punga, il va vous décrire complètement comment on peut recréer l'État au travers de l'administration, au travers des techniques nouvelles. Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème qui nous habite. On contrôlera, on saura où il y a telle matière première, on saura où il y a telle industrie, on saura tout, on saura tout. Donc, on pourra tout canaliser, voilà, tout contrôler. Merci beaucoup. En fait, on va tourner la page de la sortie médiatique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour ouvrir encore une nouvelle page qui mettra fin à cette émission. 30 minutes pour convaincre, cette fois-ci avec le dossier Bukangalozo, Matata Mponyo. Peut-on dire que la justice congolaise est maintenant indépendante 65 ans après, bien que nous n'avons pas encore, bien que nous ne sommes pas encore arrivés au mois de juin pour fêter nos 30 ans, nos 65 ans? C'est un bon signe. C'est un bon signe. Personne ne pouvait songer qu'un jour Batata sera prise dans les nasses, dans le filet, dans les filets de la justice. Mais finalement, c'est un citoyen comme un autre qui nous a volé des millions et des millions. Comment voulez-vous, celui qui est non seulement Premier ministre, ministre des Finances, va construire son université au lieu de construire une université nationale? Avec quel argent? Quel salaire il avait pour pouvoir construire une université gigantesque? Avec quels moyens? Avec quel salaire? Il a pris le crédit pour construire tout ce qu'il a construit, clinique et autres. C'est bien de construire. Tout ça pouvait être construit avec l'argent de l'État, pour les citoyens. Mais tout ça est privé. Non, il a mis la main... La justice, en fait, je sais comme c'est là qu'on a moins de minutes pour finir avec cette émission. Hier, la justice était dite incompétente par rapport à ces dossiers. Un bon matin, la justice se présente au moins compétent pour condamner Matata Mponyo pendant qu'il a encore sa protection. Non, mais c'était question d'interprétation. Ce n'est pas une contradiction. Non, il y a les contradictions au niveau de la lecture des dispositions de loi. Ces contradictions existent dans tous les procès. Partout où il y a le droit, il y a des contradictions entre la doctrine, la jurisprudence et le droit lui-même. Il arrive que les gens, les uns les autres, interprètent différemment. Mais aujourd'hui, on a trouvé quelqu'un qui a interprété dans le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est que Matata ne pouvait pas s'extraire de la justice. C'est un citoyen congolais, même s'il était Premier ministre ou ministre. Mais ministre ou Premier ministre ou Président de la République, quand il y a un problème qui se pose de droit, quand il y a des indices, des malversations, automatiquement, cette personne ou cette personnalité est passible de condamnation s'il le faut, de passer devant la justice, ce qui a été fait. On doit applaudir Dieudonné Kamuleta. Il a fait du bon travail. Ça laissera des traces au niveau de l'histoire de la justice et de la politique en République démocratique. Quelle sera alors la finalité? Parce que pour le moment, il n'est même pas au Congo. Il n'est même pas au Congo. S'il est parti aux États-Unis, il est allé se mettre dans la gueule du loup. Les États-Unis savent, ils ressortiront beaucoup de choses puisqu'ils vont essayer de le sonder, d'avoir des éléments. J'apprendrai, je ne sais pas si c'est une fausse nouvelle, qu'on l'aurait arrêté à Maluku. Je ne sais pas. Donc, quel que soit l'endroit où il sera, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, il sera extradé, il reviendra au pays. Mais au moins, il est condamné. Au moins, il est condamné. Ouais. Alors, s'il faut rester encore sur ces dossiers, parce qu'on reste avec ces dossiers, là, cette fois-ci, c'est la dernière question, en fait. C'est ma dernière question. Justice face à notre premier ministre. En fait, justice face au ministre de la Justice. Votre commentaire? Non, là, ce serait, disons, j'aurais peut-être un parti pris, je ne le cache pas. Mais là, il cherche des poux dans la tête d'un chauve. Là où on détourne, on ne voit pas la diligence de M. Vondé, le procureur. On ne voit pas sa diligence. Mais il y a beaucoup de gens qui ont détourné ou qui détournent encore. Mais comme ils sont contre ce monsieur-là, c'est un monsieur juste. Moutamba. Moutamba, la plupart des politiques, la plupart des hommes de droit, les avocats comme les magistrats sont contre lui. Puisqu'il est venu taper le coup de pied dans la fourmilière, puisqu'il voudrait réformer la justice, que la justice devienne juste et qu'il s'organise dans le sens
de faire évoluer le droit, de faire évoluer l'État congolais. On lui cherche de pouls. La main sera-t-elle du tout pas? Les démarches, attendons voir. Moi, je ne peux pas donner un verdict aujourd'hui. Je ne suis pas, même juge, je ne peux pas donner des verdicts. Il faut d'abord qu'on instruise ce dossier. Moi, je pense que ce sera une montagne qui aura accouché d'une souris, puisque réellement, la démarche était la sienne pour pouvoir construire cette prison de Kisangani était une démarche normale, cohérente. D'abord, le dossier est passé au niveau du Conseil des ministres. Et ensuite, il a écrit au service qui s'occupe de passation des marchés. Même dans la formulation des règles de passation des marchés, on dit qu'il y a un délai. On doit répondre au ministre ou à la personne qui a demandé qu'on examine son dossier. Mais dépasser un certain délai, c'est comme si cet organe avait accepté que l'urgence soit considérée comme élément pour pouvoir construire la prison de Kisangani. Mais il y avait aussi urgence, comme il y a urgence de reconstruire, non seulement de réhabiliter des prisons au travers de la République, mais aussi d'en construire de nouvelles. Donc c'est une urgence. Quand je vois des juristes ou des journalistes qui disent qu'il n'y avait pas urgence, je dis mais il y a un problème. C'est une question de mauvaise foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est fini vraiment pour cette soirée avec l'émission 30 000 pour convaincre. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 15h. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.